On va écouter Emmanuel Macron en direct pour évoquer justement la guerre en Ukraine. Ukrainien. Mais alors que la Russie faisait croire une fois encore qu'elle était prête à la paix, les dernières heures ont été marquées par à nouveau des frappes contre des infrastructures civiles, en particulier énergétiques, et contre des civils ukrainiens. Et donc, sur le terrain, la réalité est tout le contraire d'une volonté de paix. Plusieurs participants à notre réunion ont aussi rendu compte de leurs échanges directs avec les Russes, en particulier avec le président Poutine. Il n'y a aujourd'hui clairement pas de volonté russe d'avoir un cessez-le-feu. Et les propos qui ont été tenus par le ministre des Affaires étrangères russe, d'ailleurs, ces dernières heures, à l'issue des discussions de Genève, l'ont montré. Il a dit qu'il n'avait pas de volonté de discuter sur le plan dit amendé qui ressortait des discussions de Genève. Et donc, dans le court terme, nous avons quelques lignes simples. D'abord, nous devons continuer de mettre la pression sur la Russie pour qu'elle veuille négocier. Ce sont nos sanctions, les sanctions américaines qui rentrent en vigueur. Ce que nous faisons contre la flotte dit fantôme qui fait les trafics de pétrole à travers le monde. Ensuite, nous devons continuer de soutenir l'Ukraine avec force, ce que nous avons fait lundi dernier quand le président Zelensky est venu à Paris, et ce que tous les collègues font autour de la table, le soutien financier, le soutien militaire pour tenir cette guerre de résistance. Troisième chose, il faut continuer les discussions de paix. En ce moment même et aujourd'hui, les Américains, les Ukrainiens, les Russes ont pu, à un niveau technico-politique, discuter des conditions et avancer sur le plan de paix. Ce sont des choses importantes. Nous soutenons tous la volonté d'un plan de paix. Donc il faut continuer ce travail. Et notre volonté est en coordination étroite avec les Américains de pouvoir avancer sur un schéma qui soit acceptable. Mais la question principale qui reste posée, encore une fois, c'est est-ce qu'il y a une volonté russe ou pas ? Et puis, dans ce contexte, nous avons décidé d'avancer tout particulièrement sur deux choses dans les prochains jours. La première, ce sont les actifs gelés russes, comme vous le savez, qui sont extrêmement importants et qui sont là aussi un moyen de pression. Et donc, nous allons finaliser dans les prochains jours, en coordonnant avec tous les pays européens les plus concernés, et évidemment avec l'Union européenne et la Commission européenne, une solution qui permette de sécuriser des financements, donne de la visibilité à l'Ukraine, mais maintienne cette pression. Et puis l'autre chose, c'est une fameuse garantie de sécurité. Un très gros travail a été fait ces derniers mois, supervisé par les Britanniques et les Français. Et au fond, quand on parle de garantie de sécurité, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que le jour d'après la paix, une fois le cessez-le-feu obtenu, nous voulons être sûrs que ce cessez-le-feu soit durable. Et donc le premier élément, c'est le suivi du respect du cessez-le-feu, par de la surveillance, des images. Et donc là, nous allons engager ce travail, en particulier avec les États-Unis et l'OTAN. Ensuite, c'est comment on maintient cette paix en dissuadant toute nouvelle agression. Et pour cela, c'est d'abord d'avoir une armée ukrainienne forte. Les discussions à Genève ont montré qu'il ne devait pas y avoir de limitation à l'armée ukrainienne. Nous avons planifié tout ce qu'il fallait pour le faire. Et puis, à côté de ça, c'est d'avoir des forces de réassurance qui, en deuxième rideau, viennent consolider cette armée ukrainienne. Sur cela, ce qu'on a décidé, c'est de lancer un groupe de travail dès demain, piloté par la France et la Grande-Bretagne, avec une association étroite de la Turquie qui joue un rôle clé sur le plan maritime, et pour la première fois avec une implication des États-Unis d'Amérique. Ces prochains jours nous permettront de finaliser très précisément les contributions de chacun et d'avoir ces garanties de sécurité ainsi finalisées. C'est essentiel pour les Ukrainiens, c'est essentiel pour négocier une paix crédible et pour maintenir là aussi une pression sur la Russie. Voilà les éléments principaux qui ressortent de la discussion que nous venons d'avoir et que je voulais partager en toute transparence avec vous. Et donc nous continuons avec nos partenaires à tout faire pour que la paix puisse être obtenue en Ukraine et sur le continent européen, mais que ce soit une paix au fond sérieuse, respectueuse du droit international et durable pour les Ukrainiens et pour nous tous. Les prochains jours, évidemment, seront riches, là aussi, d'avancées et autant de fois que nécessaire, je reviendrai vers vous pour vous rendre compte de ces échanges. Merci beaucoup. Voilà pour les propos du président Macron en direct sur CNews et sur Europe 1. Il faut évidemment continuer les efforts de paix, mais une paix sérieuse à la fois pour l'Ukraine et pour le continent européen. Général de Richtouf, on entend le chef de l'État qui tente d'aider les Ukrainiens à obtenir un accord qui soit le moins pire possible pour eux. Ce qui est important dans cette affaire, c'est quand même c'est les Américains et les Russes, quoi. Donc je pense que l'Europe essaie de revenir dans la course et c'est un peu compliqué pour elle.
Que l'effort soit fait sur la défense, je suis tout à fait d'accord. On est tous d'accord, on est bien d'accord. Il faut quand même se rappeler que depuis 40 ans, tous les hommes politiques de droite et de gauche qui ont été en France ont rabioté les financements de la défense. Et donc brusquement on se réveille, on dit ah là là, il faut armer. Bien évidemment, mais chercher l'erreur, quoi. La deuxième chose, je voulais revenir sur ce qu'a dit Nolo tout à l'heure concernant l'Afrique. L'Afrique, on a déserté comme des péteux. On est parti à coup de sifflet. Bref, on est parti. La nature ayant horreur du vide, les Russes et les Chinois sont arrivés. Bon, alors on peut le regretter. On peut le Wagner était déjà là. Wagner était déjà là. Oui, mais Wagner. 1200 mecs contre. Wagner, c'est comme vous dites, c'est limite. Non, exactement. C'est pour créer un sentiment anti-français dans la population. Je veux dire par là, on ne récolte que ce qu'on a semé. On était incapable d'avoir une politique durable, intéressante, nous concernant. Donc après, il ne faut pas se plaindre en disant les autres prennent la place. Bah oui, les autres prennent la place. Et je pense que malheureusement, on aurait pour l'Afrique, on aurait dû avoir une autre attitude. Moi, je pense quelque chose de simple. Vous allez me dire si c'est pas simpliste. Je me dis que plus la France et les Européens montreront qu'ils sont prêts à être solidaires d'un autre pays attaqué, moins les Russes auront tendance à le faire parce qu'ils se disent on va vraiment avoir affaire à forte partie. Pas seulement l'Estonie, mais toute l'Europe. Voilà. Donc moi, c'est le raisonnement. Oui, non, peut-être. C'est peut-être ça le sens du discours. Peut-être, mais je répète que je ne suis pas du tout certain, mais comme beaucoup, que la Russie veuille faire quelque chose véritablement au-delà de ce qu'elle fait aujourd'hui, quoi. Franchement. Éric Revel, un mot sur ce qu'on vient d'entendre. Moi, je voulais juste, non pas contredire le soldat de l'eau, mais aller dans le sens du général. Vous savez, ce qui se passe en Afrique, c'est absolument sidérant. Les Russes viennent de signer un accord militaire avec le Togo. Pour pouvoir, vous avez vu, pour pouvoir investir les ports maritimes togolais et donner toute puissance aux 3 autres pays qui nous ont foutus dehors, le Mali qui va être submergé par l'islamisme, le Niger et le Burkina Faso. Eh bien, les Russes sont en train d'avancer grandement, et c'est pas un problème de Wagner, c'est qu'ils sont en train de signer des accords commerciaux et militaires avec le Togo. Et le président togolais, il était le 30 octobre à l'Élysée, il devait renforcer les relations avec la France, vous voyez. Poutine, il vient de signer un accord militaire avec le Togo qui offre toute la façade maritime à ces pays-là. C'est QFD. Revenons à l'enjeu de la mobilisation de la jeunesse. On parle de la Russie sur les pays baltes, mais on parle jamais de ce qu'ils sont en train de faire, au-delà de Wagner, qui est une poignée d'hommes incontrôlés et incontrôlables. Ils sont en train d'avancer, mais c'est incroyable. J'entends, mais revenons à la question de la mobilisation de la jeunesse française. On va écouter le général Jean-Paul Paloméros, qui était notre invité cette semaine, lui qui dit c'est important que tout le monde ait bien les enjeux en tête. Il ne faut pas que je vais être complètement défaitiste. Écoutons-le. Il faut être très sérieux dans la préparation de nos forces, et la professionnalisation qui a été choisie dans les années 90, c'est vrai, après la fin de la guerre froide, elle a conduit à des armées qui sont resserrées, d'un format resserré, et donc à ce débat en se disant mais comment on fait pour ressusciter une armée quelque part de nombre alors qu'on a une armée très qualitative. Et là, tous les débats sont ouverts, dans tous les pays d'ailleurs. Regardez l'Allemagne en ce moment. Doit-on monopoliser notre belle jeunesse pour la guerre, pour la crise, ou en a-t-on besoin aussi pour faire vivre le pays? C'est ça le vrai débat. Et il est posé. Tout ce qu'on souhaite, c'est que comme on est nombreux, qu'on a l'Alliance Atlantique, 32 pays aujourd'hui, ils ne sont pas tous de même nature, mais peu importe, 32 pays ensemble, on n'a peut-être pas besoin de faire appel à des conscriptions nationales pour avoir le nombre. Après, c'est la qualité, l'aptitude de se battre ensemble et la volonté de le faire. Pour le général Paloméros, Sabrina Medjeber, mobiliser la jeunesse. Avec le fait de créer un service militaire, comme vous le disiez tout à l'heure, comme service national, comme Creuset justement français. Quand on voit qu'il y a une partie de la jeunesse en pleine béance identitaire, en pleine errance identitaire, qui choisit de s'enrôler dans la criminalité ou qui parfois y est forcée, je trouve que s'il n'y a pas, et qui est en rupture aussi avec la société française, je trouve qu'il n'y a pas mieux que justement ce type de fonctionnement pour rassembler, parce que évidemment
ça crée un sentiment d'appartenance. Et une nation ne tient pas s'il n'y a pas un nous commun. Donc je trouve ça salutaire pour notre jeunesse. Général, je sais que vous travaillez aussi beaucoup sur les banlieues. Oui, mais je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Hein. Je l'ai dit, je l'ai écrit, je l'ai vécu. Il y a des demandes. C'est-à-dire que moi, j'ai côtoyé des jeunes il y a encore 2 ans à Nîmes. Et vous savez que Nîmes, c'est quand même une cité où tous les jours, il faut se mettre derrière ses volets pour pas risquer les balles, parfois. Et il me disait, mon général, mais quand est-ce que les armées viennent dans les banlieues ? Parce que nous, ce que l'on souhaite, c'est avoir la paix. Et pour avoir la paix, on n'a plus confiance dans la police. Ils me disent comme ça. Hein. Mais par contre, si tu mets des légionnaires là-bas, tout va être calme. Tout va être calme. Et nous, enfin, on pourra sortir, on pourra vivre véritablement, vivre comme il faut vivre en France. Voilà. Et donc, j'en ai compris qu'il y avait quand même une demande forte de trouver les moyens d'établir une paix, quoi. Et de cadre. Louis. Mais moi j'entends ce que vous dites, mon général, mais j'ai un tout petit désaccord sur une chose. Moi, j'ai l'impression que sur le fait de rétablir l'ordre, la sécurité partout en France, en réalité, c'est juste une question de courage politique et d'ordre que vous donnez et de risques que vous êtes prêt à prendre quand vous êtes responsable politique. Si vous envoyez la Légion étrangère et que vous leur dites exactement ce que vous dites aujourd'hui aux policiers et aux gendarmes, c'est-à-dire surtout si on vous tire dessus, vous reculez, mais ce sera le même sujet. En réalité, je pense que c'est pas une question de l'unité qu'on va mettre sur le terrain, c'est une question d'ordre et de courage politique. Et ensuite, effectivement, il y a un vrai sujet. Qu'est-ce qu'on fait de notre jeunesse et ça, pour moi, c'est un autre sujet. Si vous me permettez, le sujet là, vous venez d'évoquer sur les armées. J'ai écrit, j'ai réfléchi et j'ai travaillé là-dessus. Je pense que si on met les armées dans les quartiers, c'est pas pour faire la guerre. Si vous mettez les armées dans un quartier, c'est pour établir véritablement avoir une bulle sécuritaire dans laquelle on fera 2 choses. On fera un audit sécuritaire avec la police, la gendarmerie, la justice, les impôts, etc. pour savoir qui fait quoi, où est l'argent, pourquoi, comment, des choses. Et puis un audit social. Parce que à partir du moment où vous allez couper les avantages de la drogue, vous allez couper l'argent de la drogue, beaucoup de familles vont être, j'allais dire, en manque de financement. Et donc pour retrouver un financement normal, il faut mettre les gens au travail. Et pour mettre les gens au travail, c'est pas la petite semaine comme on fait aujourd'hui, c'est véritablement une mobilisation complète et cet audit social permettra de trouver les voies et les moyens de mettre les gens au travail. Voilà. Et donc les armées ne sont pas destinées à rester à des temps immémoriaux dans les quartiers, elles sont destinées à permettre justement à cette paix d'arriver et l'économie retrouver son rang et puis la police arriver et puis avoir des policiers qui soient dans les quartiers, dans des commissariats ouverts jour et nuit. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Éric Revel, là-dessus, sur ce que propose le général et puis après Oui. Alors bon, c'est une vision, moi j'adhère évidemment, mais c'est une vision un tantinet, j'allais dire, utopiste, rêvée presque, rêvée, parce qu'en réalité, quand vous voyez la violence dans ces quartiers... entre les victimes collatérales, entre ceux qu'on tue sur ordre pour 2000 € ou pour 1500 €. Bon, évidemment, moi j'adhère au projet, mais j'ai du mal à imaginer, vu l'état dans lequel sont certains quartiers, j'ai du mal à imaginer que ce soit faisable. Mais c'est vous le spécialiste? Non, je suis pas spécialiste. Je dis simplement, c'est quelque chose que je pense qu'il faudrait un moment de trouver. Mais comme vous le disiez très justement, il faut le courage, la volonté et puis la durée. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui doit être fait pour demain 20h, etc. C'est quelque chose qui va, c'est un projet politique véritablement qui engage la nation et qui se fera sur 10 ou 15 ans. Mais il faut le faire parce que sinon on va avoir une partition on a déjà une partition de fait avec 2000 quartiers qui échappent à la République, aux lois de la République. Et si demain on fait rien, eh bien c'est la France ne sera plus la France, quoi. Donc il faut quand même réfléchir et puis agir.